outro fator é entender country. Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Inès Gilles, bonjour, nous sommes ravis de t'accueillir à la Fondation Jean Jaurès. Tu as déjà contribué à la Fondation, tu avais écrit un papier concernant Israël il y a quelques semaines, quelques mois. Tu es journaliste indépendante basée à Beyrouth, tu collabores régulièrement au site Les Clés du Moyen-Orient et tu es une spécialiste du Moyen-Orient, notamment Liban, Israël. Mais là, tu viens de passer un mois en Afghanistan, Kaboul, Kandahar. Donc la première question, c'est pour toi te rendre une fois sur place, quelles ont été tes conditions de travail par rapport au contexte? On y reviendra plus en détail, mais déjà tes propres conditions de travail pendant ce mois passé en Afghanistan. Alors, je dirais globalement qu'elle était très bonne. Déjà, au niveau de l'obtention du visa, c'était assez facile, plus facile que sous la République islamique, d'après ce que j'ai entendu, puisque les équipes dans les ambassades, là c'était l'ambassade de Paris en l'occurrence, sont les anciennes équipes. Donc, il y a une facilité d'obtention de visa. Quand on est arrivé, il faut juste faire une demande au ministère des Affaires étrangères pour pouvoir travailler officiellement. Très facile aussi, ça a duré peut-être 1 heure ou 2. Et puis, une fois qu'on a cette autorisation, on la présente quand on arrive dans certains lieux, certains ministères, que ce soit à Kaboul ou à Kandahar. Et puis, globalement, on n'a pas eu de bâton dans les roues pour travailler. Après, ça dépend, en fait, ça dépend avec qui on travaille. En fait, on doit avoir ce qu'on appelle un fixeur, donc c'est un contact local qui nous permet d'avoir des rendez-vous avec telle ou telle personnalité. Et selon les contacts de ce ou cette fixeuse, on peut avoir plus facilement des rendez-vous avec des membres du mouvement taliban. Et donc, le fixeur permet d'avoir ces rendez-vous. Il y a aussi un travail de traduction qui est fait derrière et puis de sécurisation de la journée. Donc, je dirais qu'au niveau logistique, le rapport avec les nouveaux maîtres de l'Afghanistan était plutôt facile. Moi, je n'ai pas eu non plus de problème au niveau de la sécurité. Je ne me suis pas sentie en danger avec les membres du mouvement taliban. Il faut rappeler qu'il y a une demande de reconnaissance à l'international de ce mouvement. C'est très clair quand on voit le rapport aux journalistes occidentaux. Ils sont en demande de légitimité. Donc forcément, il y a un effort énorme qui est fait au niveau de la communication, le rapport avec les journalistes occidentaux, qu'il faut évidemment prendre en compte. Et il ne faut pas être naïf sur ces questions. Après, sur le plan sécuritaire, évidemment, il y a encore des problèmes. La sécurité, elle s'est globalement améliorée puisque l'arrivée des talibans au pouvoir le 15 août a de fait mis fin à la guerre. Donc les Afghans qu'on a rencontrés, même ceux qui sont hostiles au mouvement taliban, nous l'ont dit, oui, il y a une amélioration de la sécurité qui est très claire, que ce soit entre les villes ou la nuit dans les grosses villes, Kaboul ou Kandahar, en tout cas celle où j'ai été. Mais il y a encore des gros problèmes en Afghanistan et sont principalement dus au mouvement État islamique au Khorasan qui vise certaines populations en particulier. Donc, je pense à la population Hazara qui est majoritairement chiite, qui est considérée comme apostat par le groupe terroriste État islamique au Khorasan. Et il y a eu des attentats d'une ampleur absolument catastrophique depuis, même après l'arrivée des talibans. On pense à certaines mosquées chiites, à Kandahar, à Kunduz, ou encore à Herat, qui ont été visés avec des dizaines de morts. Et quand j'y étais, à Kaboul, il y a eu des explosions de minivans dans les quartiers chiites. À chaque fois, c'est vraiment les quartiers chiites visés, avec une revendication parfois. Il n'y a pas forcément de revendication, mais il y a un soupçon que ces attentats soient fomentés par Daesh et qui remet vraiment en cause le mouvement taliban aujourd'hui. Merci Inès. Alors, avant de dire un peu, nous parler de ton parcours, ton périple en Afghanistan, si tu étais à Kaboul, à Kandahar, nous dire si tu es allé ailleurs et de faire un peu par rapport à ce parcours, brosser un tableau de la situation générale, situation politique, économique, sociale et de façon plus spécifique la situation des femmes en Afghanistan aujourd'hui.
sous le régime des talibans? Alors, je pense que je vais commencer par la situation économique rapidement, parce que c'est ce qui préoccupe, alors ce qui est plus critique aujourd'hui et ce qui préoccupe le plus les Afghans et le mouvement taliban, hein, parce qu'il y a une crise absolument catastrophique qui frappe aujourd'hui l'Afghanistan. Depuis l'arrivée des talibans, clairement, il y a plus de liquidité dans le pays. Du fait des sanctions internationales, il y a aussi beaucoup d'ONG qui sont retirées et les banques n'ont plus de liquidité, hein. Donc, le budget étatique est aujourd'hui mis à mal. Les employés du secteur public ne sont plus payés depuis 4 mois. Donc, les gens continuent à travailler, mais ils ne sont plus payés. Il y a un manque de moyens qui est criant dans tous les domaines liés au secteur public. Et ça se répercute aussi sur la population, puisque quand une partie de la population n'est plus payée, les aides humanitaires sont particulièrement réduites. La population afghane, qui déjà à la base dépendait beaucoup des aides humanitaires, hein, même avant l'arrivée des talibans, aujourd'hui elle en souffre énormément. On a visité à Kandahar un hôpital dont un service est dédié à la malnutrition des bébés, et on a 4 fois plus de cas que la même période l'année dernière, avec un manque de place absolument criant. Et pourquoi on parle de la malnutrition des bébés? Parce qu'en général, quand les bébés sont malnutris, c'est parce que la mère ne peut plus donner de lait parce qu'elle mange peu ou mal. Donc c'est vraiment, il y a aujourd'hui une situation qui est absolument gravissime dans le pays, avec un hiver, les hivers sont rudes en Afghanistan, donc un hiver qui s'avère aussi très, très critique. Les gens doivent mettre de l'argent non seulement pour acheter de la nourriture, mais aussi du bois pour se chauffer. Il fait très très froid en Afghanistan. Et on a remarqué, alors il y avait déjà beaucoup de mendicité apparemment auparavant dans le pays, mais apparemment il y aurait une augmentation, d'après ce que l'observateur qui était là avant note, sur une augmentation de la mendicité, du travail des enfants, et puis des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Il y a 60% de la population afghane, selon les données des Nations Unies, qui sont dans un état critique sur le plan alimentaire, qui ne peuvent pas se nourrir tous les jours. Donc ça, c'est le premier volet. Je dirais que c'est critique aussi pour le mouvement taliban, parce que même pour les gens qui sont un petit peu acquis à la cause talibane ou qui apprécient le mouvement, quand on ne peut plus acheter de pain, forcément on reproche aux dirigeants du pays. Donc il y a une possibilité, si la situation s'aggrave, aussi qu'il y ait une remise en cause des nouveaux leaders du pays. Et le deuxième aspect, évidemment, c'est la situation des femmes, et c'est aussi un peu lié à la situation économique, parce que beaucoup de femmes ont dû rentrer à la maison, ne peuvent plus travailler, donc ne peuvent plus apporter de ressources dans le foyer, d'une part. Et au niveau des femmes, il faut le dire, déjà avant l'arrivée des talibans, la situation des femmes était très critique dans le pays. Mais en 20 ans de République islamique, il y avait eu une progression du statut des femmes. En tout cas, quand dans des bulles libérales, à Kaboul notamment, ou dans d'autres villes un petit peu plus libérales, plus progressives, quand elles voulaient faire carrière, il y avait des possibilités de le faire. Quand la famille... Voilà, il y a aussi l'aspect familial qui rentre en jeu beaucoup en Afghanistan, quand la famille donnait son accord, hein. Mais il y avait une possibilité de faire carrière, même si la société restait très, très patriarcale, très conservatrice. Ce que les talibans changent aujourd'hui en prenant le pouvoir, c'est qu'ils empêchent en fait ces poches libérales de faire carrière, ces femmes libérales de faire carrière. Donc, d'une part, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui leur sont interdits maintenant, soit par peur, parce qu'il y en a qui ne veulent plus retourner, ils ont peur des conséquences sur leur famille, soit parce qu'il y a eu des pressions des leaders talibans sur les femmes juges, les journalistes, les policières aussi, qui aujourd'hui doivent rester chez elles. Il y a cependant un secteur qui est protégé, c'est le secteur de la santé. Et en parlant aux Afghanes, on remarque que de plus en plus, c'était déjà le cas avant, mais elles se tournent vers ce secteur parce qu'elles savent que c'est un secteur où elles pourront continuer à travailler dans le futur. Donc ça, c'est plutôt l'aspect femme. Au niveau des filles et de l'éducation, c'est aussi
dramatique ce qui se passe, parce que dans la plupart des provinces d'Afghanistan, l'accès au secondaire, donc quand on dit secondaire, c'est à peu près à partir de l'âge de 12-13 ans, ce qui correspond à la fin du collège, et au lycée, les classes sont fermées pour les filles. Donc là, les talibans sont très flous sur le futur du secondaire, parce qu'ils nous disent il y a les vacances d'hiver qui sont ouvertes, qui vont durer 2-3 mois. Certains talibans ont dit que oui, ça va rouvrir après les vacances d'hiver, mais ils jouent beaucoup sur le flou, parce qu'ils savent que la communauté internationale est très sensible à la question de l'éducation des filles. Et pour l'instant, on ne sait pas si ça va rouvrir. Et évidemment, qui dit pas d'éducation pour les filles dans le secondaire, dit pas d'université, et donc les femmes qui ne peuvent plus travailler. Au final, c'est une boucle qui est un cercle vicieux qui est en train de s'ouvrir en Afghanistan. Et on parlait de ça un peu avant le début de l'entretien. Tu mentionnais des différences géographiques par rapport à la situation des femmes, mais là, restons sur la spécificité des femmes. Peux-tu nous en dire quelques mots entre Kaboul, Kandahar je vais parler de Kaboul et Kandahar parce que c'est le terrain qu'on a fait avec mon collègue photographe Florian Zouaine. Ce qui était bien, c'est que je travaillais avec un homme, donc on pouvait se compléter sur certaines questions. Être une femme occidentale en Afghanistan, ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, du coup, j'avais plus d'accès que lui aux autres femmes, plus de facilité au parler, aux petites filles aussi, quand on a visité des écoles du primaire. Mais il y a aussi d'autres aspects qui étaient plutôt à mon désavantage, notamment à Kandahar. Parce qu'à Kaboul, alors il y a des contraintes au niveau de l'habillement, mais c'est pas très difficile non plus une fois qu'on connaît les règles et qu'on est habitué. Le port du voile, c'est une obligation absolue. Il y a certains jours où je portais la abaya, donc une espèce de grande robe qui va jusqu'aux pieds et qui permet de ne pas voir les formes, et d'autres jours où étant donné qu'il y a beaucoup d'Afghanes qui portent seulement un manteau qui va jusqu'aux genoux, je me permettais de le faire aussi, parce que Kaboul est un petit peu considéré comme une bulle libérale, et les femmes, il faut le dire, ont réinvesti l'espace public depuis 3 mois. Il y avait quand même pas mal de femmes, et la différence est énorme d'après les témoignages qu'on a, avec la période 96-2001, pendant laquelle les talibans étaient au pouvoir pour la première fois. Là, il y avait des burqas, mais pas du tout en majorité à Kaboul. Et du coup, les femmes sont souvent avec un petit voile, une abaya, ou alors quelque chose de plus léger. En allant à Kandahar, j'ai remarqué que la situation était très, très différente, puisqu'il n'y a pas du tout toutes les femmes ont soit le niqab, soit la burqa. Il y a très peu de femmes d'ailleurs dans les rues, très peu de femmes qui travaillent, elles restent à la maison. C'est une société extrêmement conservatrice. C'est dans cette ville, dont viennent beaucoup de leaders talibans, et ça se ressent évidemment. La population est extrêmement conservatrice, extrêmement traditionnelle. Et là, pour le coup, je dirais que à un certain niveau, ça m'a plutôt desservi pour mon travail de journaliste, parce que d'une part, les hommes ne m'adressaient pas la parole, ils allaient directement vers le photographe avec lequel je travaillais, ils ne me considéraient pas. Je pense alors je ne peux pas me mettre à leur place, mais ils se disaient que j'étais peut-être sa secrétaire. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti, qu'ils se sont dit c'est peut-être sa secrétaire ou son épouse, et vraiment, je n'avais pas de dialogue possible, ou alors c'était très difficile. D'une part, au niveau du dialogue, c'était un petit peu compliqué avec les hommes. Et au niveau aussi pour travailler, on doit aussi se sentir un petit peu à l'aise. Et c'est vrai que dans les rues de Kandahar, le regard porté, parce que j'étais la seule femme avec le visage, j'avais une abaya et un voile, la seule femme avec le visage découvert, et je sentais que c'était pas du tout quelque chose d'habituel dans cette ville, ce que je peux comprendre en fait, parce qu'on arrive et que et pour les gens, c'est un petit peu un choc aussi de voir un visage de femme. Mais c'était pas très plaisant pour travailler. En tout cas, c'est un petit peu plus difficile dans ce contexte pour travailler. Après, à Kandahar, j'ai pas travaillé sur les femmes, mais je sais que si j'avais dû travailler sur les femmes, sur la question des femmes, moi, j'aurais eu plus de facilité d'accès que mon collègue. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir que Kaboul est considéré comme une bulle, Kandahar est plus traditionnel, Herat, on va dire, est plus entre les deux. Donc on a vraiment l'aspect régional dû aux ethnies, mais aussi parce que
pendant longtemps, le pays, les routes du pays n'étaient pas sécurisées, donc les gens étaient coupés les uns des autres. Kandahar, ça a été une ville très coupée, très fermée, où les gens ne pouvaient pas trop avoir d'accès à d'autres sociétés. Ça a permis à ces villes, à ces provinces d'évoluer coupées les unes des autres. Et du coup, on remarque aujourd'hui beaucoup de différences d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. Avant d'aborder un peu le contexte régional, enfin plutôt les acteurs régionaux, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on appelle ici un peu la rivalité entre donc les talibans maintenant au pouvoir et Daesh, l'État islamique, branche afghane? Alors Daesh est présent, l'État islamique au Khorasan depuis 2015, si je ne fais pas d'erreur. Et clairement, il faut faire une distinction. Parfois, on entend un petit peu des bêtises sur le fait que les talibans, Daesh, c'est la même chose. Et il y a une distinction très claire déjà sur les objectifs des deux mouvements. Les talibans ont un objectif d'expansion sur le plan national. Donc maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, il n'y a pas de volonté d'aller conquérir d'autres régions. Voilà, c'est vraiment un mouvement national. Alors que Daesh, on sait que voilà, il y a une volonté aussi d'internationaliser le projet islamique, enfin du groupe. Donc là, c'est 2 points très importants qu'il faut souligner. Les 2 mouvements sont en opposition et se combattent. Ils sont clairement, même avant la prise de pouvoir de Kaboul, il y avait des combats qui avaient lieu entre l'État islamique dans le Khorasan et les talibans. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les talibans n'en font pas beaucoup publicité, voire pas du tout, parce qu'il y a une volonté de consolider leur pouvoir. Ils sont pas dans la meilleure des positions. Hein. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, forcément, ils doivent à la fois chercher une légitimité sur le plan international, mais aussi sur le plan interne. Ils doivent convaincre la population afghane. Avec la crise économique, c'est quand même très difficile de convaincre des gens qui meurent aujourd'hui de faim. Et ils sont quand même dans une position de fragilité. L'exercice de pouvoir n'est pas facile pour eux. Et aujourd'hui, l'État islamique au Khorasan remet clairement en cause leur pouvoir et à un point... il constitue un mouvement un mouvement qui est un vrai challenge aujourd'hui pour les talibans. Dans certaines régions, notamment à Jalalabad, il y a des combats, des meurtres qui ont lieu entre les 2 mouvements. Et aujourd'hui, les talibans sont remis en cause. Mais le problème, c'est que l'État islamique dans le Khorasan... on n'a pas aujourd'hui beaucoup de données sur le nombre de combattants. Certains parlent de 1000 à 2000 combattants. Ça pourrait aussi être plus. Il y a dans les villes certaines poches, certaines cellules qui appartiennent à l'État islamique de Khorasan, avec un flou en fait sur qui fait partie de Daesh, qui ne fait pas partie de Daesh. Quand il y a des attentats, ils ne sont pas forcément revendiqués. Donc ça apporte à beaucoup de flou autour de la réalité de ce mouvement. Et il y a aussi un autre aspect pour les talibans qui est difficile, c'est de voir certains membres du mouvement taliban rejoindre Daesh. Et ça, on l'a observé les derniers mois, soit par purement volonté économique, purement économique, soit parce qu'ils ont été déçus par le mouvement taliban qui s'avère aujourd'hui un peu plus laxiste que dans les années 90 et ils veulent quelque chose de plus radical. Quoi. Merci Inès. Au niveau régional, et toi étant sur place, le rapport du régime taliban avec, même si on le connaît un peu, mais avec la Chine, avec l'Iran, le Pakistan, peux-tu nous en dire quelques mots La défaite des Occidentaux et surtout des États-Unis, ça a ouvert la porte à des États comme la Chine ou la Russie pour exercer une influence dans le pays. Concernant la Chine, de ce que j'ai pu observer, des discussions que j'ai pu avoir, l'influence,
la présence dans le pays, dans les années à venir, s'avérera plus économique dans les mines des richesses, que les sous-sols afghans regorgent de richesses au niveau des minerais perdu voilà, de richesses au niveau des minerais. Donc la Chine aura plus un intérêt économique à investir en Afghanistan. Il y a d'autres États qui, évidemment, le Pakistan, ses liens avec les talibans est avéré. D'ailleurs, en parlant à la population afghane, le Pakistan n'est pas du tout apprécié d'une partie de la population afghane du fait de cette influence et du rôle joué dans l'aide aux talibans. Et il y a un autre État qui est assez intéressant parce qu'il y a une gêne de cet État, une espèce de... Je pense que les relations sont en pleine formation parce que c'est un État frontalier, donc je parle de l'Iran, qui essaye de maintenir une stabilité à sa frontière, donc de créer des bonnes relations avec les talibans. Même si l'Iran n'est pas forcément ami, enfin n'est pas du tout ami de ce mouvement, je pense qu'il y a une vraie volonté de construire des relations avec les talibans. Et d'un autre côté, il y aurait eu des discussions qui ont lieu avec les talibans pour garantir une protection de la population chiite, qui correspond à peu près à 15% de la population et qui est donc menacée par l'État islamique au Khorasan. Ça, c'est encore aussi à démontrer. Est-ce qu'on ne sait pas quelle est la portée de ces discussions? Est-ce que l'Iran fait réellement pression sur les talibans? Est-ce que la protection de la population chiite, c'est un élément particulièrement prioritaire? On ne le sait pas, mais ça fait évidemment partie des discussions. La priorité pour l'Iran, en tout cas, c'est de sécuriser sa frontière. Et il y a un autre État c'est assez intéressant parce que nous, on en a un petit peu pâti en tant que journaliste pour les accès. C'est l'Ouzbékistan, qui a des rapports aussi particuliers avec le mouvement taliban. Et nous, on devait arriver par l'Ouzbékistan, par la voie terrestre. Et il s'avère que l'Ouzbékistan a fermé sa frontière. Quand on est arrivé, c'était le 11. Donc au début novembre, elle a fermé sa frontière et puis l'a rouvrée, l'a refermée parce qu'il y avait des mésententes avec le mouvement taliban. Donc même si l'Ouzbékistan est plutôt content de la prise de pouvoir des talibans, parce qu'il y a des bons rapports qui existent avec le mouvement, il y a certaines frictions qui sont observées aujourd'hui du fait des rapports entre le mouvement taliban et certains mouvements insurrectionnels ouzbeks. Et puis certains accrochages à la frontière qui ont eu lieu. Donc il y a une méfiance qui existe, notamment l'Iran, l'Ouzbékistan, qui essaye de construire des relations avec les talibans, mais avec une relation de méfiance qui est observée. Et puis d'autres États comme le Pakistan qui évidemment ont profité de la victoire des talibans, mais qui essayent aujourd'hui de composer avec ce mouvement, de jouer leur carte. Et puis d'autres États, la Chine, la Russie, qui essayent de s'imposer, on va dire, plus en douceur dans cet espace, quoi. Merci Inès. Alors, dernière question, un peu de prospective. Comment, de par ton expérience et ta connaissance du pays, du terrain, comment vois-tu les choses évoluer à court et moyen terme, vu le contexte économique, régional, etc. Alors pour l'instant, ce qui domine en Afghanistan, c'est un grand flou. La population, c'est assez terrible pour la population parce que non seulement elle est victime de la crise économique, de tous ces bouleversements politiques. Il faut saluer la résilience des Afghans qui acceptent tous ces changements avec beaucoup de patience, je dirais, et de force mentale. Et puis, évidemment, les femmes qui, pour l'instant, voient leur situation régresser de manière claire, mais ne savent pas ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Mais ce qui domine dans les esprits, c'est un flou énorme, parce que, pour l'instant, le mouvement taliban essaye de montrer des gages d'ouverture. On remarque quand même qu'à Kaboul, les gens écoutent de la musique dans la rue, de manière un petit peu discrète parfois. Mais la situation n'est pas du tout la même que dans les années 90, où pour le coup,
le pouvoir était très dur, avec des exécutions publiques, interdiction d'écouter de la musique, interdiction d'avoir une télévision. Là, il y a une ouverture qui se fait, mais les gens se demandent, est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est pas juste une marque une sorte de publicité pour faire bonne figure devant la communauté internationale en attendant une reconnaissance. Donc ça, c'est pour l'instant le gros problème des Afghans, c'est ce flou qui existe au niveau du respect des droits humains, du respect des libertés individuelles. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qui va se passer dans les mois à venir, et tout va dépendre de l'attitude de la réponse de la communauté internationale, parce que c'est vrai, les talibans ont tendu la main aux États-Unis, ont tendu la main à la communauté internationale, essayent de montrer une volonté d'ouverture. D'un autre côté, sur d'autres sujets, ils restent assez fermés sur l'accès à l'éducation pour les petites filles, et puis le statut des femmes. Il n'y a pas non plus d'effort qui est considérable qui a été fait, ou de garantie considérable qui est donnée. Donc, pour l'instant, c'est un flou assez fort qui domine. Ce qui est assez urgent, ce qui va déterminer, ce qui va être déterminant, dans les mois à venir, c'est les conséquences de l'hiver, parce que l'hiver va être absolument terrible sur le plan humanitaire. Peut-être que ça va avoir des conséquences sur le plan social, sur la façon dont les Afghans, le rapport des Afghans au mouvement taliban. Est-ce que ça va pousser la communauté internationale à aider plus la population afghane, et peut-être à reconnaître une accélération de la reconnaissance des talibans. Mais en tout cas, pour l'instant, les talibans, ils contrôlent la surface, une surface territoriale comme ils n'ont jamais, dans les années 90, ils n'ont jamais contrôlé autant de territoires en Afghanistan. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment de remise en cause sérieuse, même si Daesh est une menace pour les talibans. Il n'y a pas de remise en cause sérieuse du pouvoir taliban. On peut imaginer qu'à terme, les talibans, l'Émirat islamique sera reconnu par la communauté internationale. En attendant, c'est la population afghane qui en souffre, avec une famine qui est déjà là, qui est déjà en Afghanistan, et un hiver qui va être particulièrement catastrophique pour la population. Inès, merci beaucoup de nous avoir délivré toutes ces analyses, et je pense que nous aurons l'occasion de reparler, si ce n'est d'Afghanistan, du Liban, vu que tu retournes à Beyrouth d'ici peu. Merci beaucoup, Inès. Merci à vous pour votre accueil et pour cette discussion. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.